7h42, nous appliquons à la lettre, au mot près, à la virgule près les règles du CSA. Nous aurons deux invités politiques ce matin dans les matins de France Culture pour l'émission hebdomadaire que nous réalisons avec la rédaction de France Culture Hubert Huertas. C'est dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous commencerons donc avec vous. Bonjour Monsieur Dominique de Villepin. Bonjour. Et à 8h15, nous attendons Noël Mamère, soutien d'Eva Joly pour Europe Écologie Les Verts. Il sera question pour chacun de vous de votre programme, de votre vision de l'État, mais aussi des dossiers qui vous intéressent plus particulièrement entre actualité diplomatique ou débat pour l'autre sur le nucléaire. Peut-être une question d'actualité tout de suite, Dominique de Villepin. Le ministère turc des Affaires étrangères a condamné fermement le vote lundi soir par le Sénat français d'une proposition de loi pénalisant la négation du génocide arménien sous l'Empire ottoman, dénonçant un acte irresponsable de la part de la France. Oui, je suis pour ma part triste de cette dérive parlementaire. Non pas qu'il n'y ait pas matière à évoquer le génocide arménien. Bien sûr, la question n'est pas de fond. La question, c'est faut-il légiférer sur la mémoire, sur le génocide arménien ou sur tout autre sujet de même ordre. Je crois que c'est une erreur. Je crois que nous rentrons dans la boîte à polémique. Et sur des sujets aussi graves, nous avons, à mon avis, tout sauf besoin de polémique. Donc je regrette pour ma part ce matin cette décision du Sénat qui va devenir effective. Les menaces de sanctions de la Turquie vers la France vous paraissent crédibles, réelles Crédible et réel, sûrement. Sur la question de commerce. Mais surtout, c'est à resituer dans un contexte plus vaste. Ce qui est raté depuis des années, c'est notre relation avec ce grand pays qu'est la Turquie. Raté parce que nous n'avons pas pris en compte la montée en puissance de la Turquie. Nous n'avons pas pris en compte la capacité turque sur le plan diplomatique. Et c'est vrai dans toute la région, le Moyen-Orient, l'Afrique, dans les relations internationales, la Turquie s'impose comme un des pays capables de dénouer un certain nombre de crises. On l'a vu sur l'Irak, on le voit y compris sur la Syrie ou sur d'autres enjeux. La Turquie a un grand rôle à jouer, sans compter même sa force économique qui en fait aujourd'hui une puissance incontournable. Hubert Huertas. On va parler de votre candidature, Dominique de Villepin. A priori, vous n'avez pas d'espace. La majorité suit Nicolas Sarkozy. Le centre, disons, oppositionnel suit François Bayrou. On va savoir dans les prochaines heures que le centre, disons, majoritaire, le nouveau centre, vient de quitter Hervé Morin, qui pourrait rejoindre d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Et ce centre majoritaire, Maurice Leroy, François Sauvadet, Jean-Christophe Lagarde, suit Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous reste comme créneau ? Mais c'est pas mon problème, monsieur. Un petit peu, non, pas du tout. Vous parlez en homme politique professionnel, chevronné. La question, c'est qu'est-ce que j'ai à dire ? Je vous entendais parler d'Afghanistan. Je suis une des rares voix en France qui, depuis des années, dit qu'il faut que nous organisions notre retrait d'Afghanistan et qui non seulement le dit, mais l'a fait quand j'étais Premier ministre. J'ai engagé, avec Jacques Chirac, le retrait des troupes françaises d'Afghanistan sur la base d'un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens avec nos soldats, de gagner cette guerre. Nos soldats sont perçus comme une force d'occupation, nous n'avons pas su changer de stratégie, substituer aux militaires une stratégie économique et sociale, et nous n'avons pas su mettre en place une stratégie régionale. Le résultat, c'est que la force d'intervention en Afghanistan est strictement une force d'intervention occidentale, alors que nous aurions besoin d'associer les grands pays de la région, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran. Vous voyez bien qu'il faut être capable de faire bouger les lignes si nous voulons trouver des solutions. Et donc, que la voix de l'expérience, que la voix de la conviction soit aussi présente dans cette campagne, ça me paraît la moindre des choses. On peut bien sûr faire des grands discours au Bourget ou ailleurs, mais la politique, elle a besoin aussi d'être en permanence nourrie par des visions et des expériences. C'est le rôle qu'elle vient dans cette campagne. Mais quitte à insister, à continuer à parler comme un politicien professionnel, comme vous dites, la force de conviction que vous revendiquez, il faut bien qu'elle trouve sa place dans nos institutions. Or, nos institutions ne vous laissent pas cette place. Elles sont quand même bloquées, et elles sont bloquées parce qu'elles sont ce qu'elles sont, et parce que quelqu'un dont vous vous revendiquez tout le temps, qui est Charles de Gaulle, a voulu qu'elles soient comme ça. Oui, mais c'est la limite de nos institutions, et la faute n'en est certainement pas au général de Gaulle. Le général de Gaulle a pensé nos institutions pour un temps de paix. Or, nous sommes dans un temps de crise. Le système majoritaire, c'est parfait quand tout va bien. Quand tout va bien, que 51% des Français, qu'une majorité puisse s'imposer et fixer sa ligne, c'est très bien. Quand nous sommes en temps de crise, on a besoin de tous les Français, pas uniquement de 51%. Et c'est pour cela que je le dis depuis longtemps, nous avons besoin d'un gouvernement qui dépasse
la simple majorité. Et quand le président s'appuie sur une majorité présidentielle, on est vraiment dans le dévoiement de nos institutions. Et c'est pour ça que je veux en revenir à un président au-dessus des partis qui gouverne pour l'ensemble des Français. Mais qu'est-ce qui vous distingue de François Bayrou, alors ? Ce qui me distingue de François Bayrou, c'est... Qui dit à peu près la même chose, Union nationale. Moi, ce qui me distingue de François Bayrou, c'est que je ne reste pas dans l'ambiguïté. Je propose de profondes réformes de nos institutions. Quand je dis 10 ministères, 10 ministres, c'est une révision complète des missions de l'État. C'est l'occasion de repenser les objectifs de l'État. Quand je parle de 8 ou 10 grandes régions métropolitaines, je revois en profondeur la décentralisation et le rôle de nos régions en rapport avec le pouvoir exécutif. Quand je parle de la fin totale du cumul des mandats, c'est aussi l'idée qu'il faut profondément changer l'esprit de nos institutions, de la même façon, mais là nous sommes d'accord avec François Bayrou, sur l'introduction d'une dose de proportionnelle. Donc vous voyez bien que la refondation politique, ça implique qu'on ait enfin des leviers. Moi j'ai un avantage par rapport à François Bayrou. J'ai été pendant 7 ans secrétaire général de l'Élysée, j'ai été à Matignon. Je sais à quel point l'État est impuissant. Je sais à quel point la question n'est pas aujourd'hui de changer le président de la République de droite par un président de gauche ou un président du centre. Rien ne changera. Vous pouvez appliquer à la lettre le discours du Bourget de François Hollande. Est-ce que vous croyez qu'il y aura en profondeur un changement dans les résultats qu'aura notre pays? Vous savez, c'était intéressant parce que c'était un discours habile. C'était un discours qui avait même, par moments, des accents émouvants, qui vraiment allaient dans le sens d'une des grandes traditions politiques françaises, celle de l'égalité sociale. Et ça fait du bien quand on a été, pendant longtemps, à l'écoute de cette autre tradition qui est la tradition libérale. Mais est-ce que ce discours intégrait la réalité d'aujourd'hui? Est-ce que ce discours nous a parlé des efforts qu'allaient devoir faire les Français? Est-ce que ce discours nous a parlé de la crise? Est-ce que ce discours nous parlait du monde? Je trouve fascinant de voir à quel point on peut faire de la politique en vase clos. La politique en France reste une bulle. Alors les bulles, c'est comme les ballons. Ils peuvent être de couleur, on peut y croire. Le malheur, c'est qu'à un moment donné, ces bulles crèvent et qu'on revient à la triste réalité. Je n'aimerais pas qu'une nouvelle fois, les Français soient menés en bateau. Le président, lui, a bien l'intention de parler de la crise, hein, dit-il, et de dire la vérité aux Français. Au bout du compte, et tant pis si ma question est basique, il n'en restera qu'un. Duquel des deux éventuels vous sentez-vous le moins loin? Vous allez me dire que c'est vous qui serez au second tour, mais au cas où vous ne le seriez pas. Mais, Dominique de Villepin. Vous parlez vraiment comme un homme politique chevronné. Ah, je cherche à obtenir des réponses de la part d'un homme politique chevronné. Mais à des questions qui relèvent d'un professionnalisme partisan. Vous parlez à un homme qui n'a pas l'esprit partisan et qui ne l'a jamais eu. Je crois que la politique, c'est d'être capable de bousculer un certain nombre de carcans. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir comment nos hommes politiques, d'une manière générale, dans cette campagne, vont être capables de sortir de leurs habitudes, sortir du jeu de rôle dans lequel notre système politique les maintient. Donc je crois qu'il faut enrichir ce débat politique, enrichir cette vision politique. Ce qui est certain, c'est qu'il faut imposer dans cette campagne la réalité. Et c'est pour ça que ce jeu traditionnel des hommes politiques, je vais vous dire la vérité. Oui, la vérité, si je mens. On le connaît parfaitement et c'est à chaque fois la même chose. Chacun détient la vérité, sa vérité. Et c'est ma vérité contre la vôtre. Moi, je veux dire, ce petit jeu-là ne m'amuse pas. J'estime qu'il y a une vérité aujourd'hui. C'est celle d'un pays qui souffre, d'un pays qui fait face à des menaces inexorables. Et je veux savoir quel va être le chemin de la France face à la crise et dans le monde. Et j'estime que la France a des atouts. C'est cette idée-là que je veux défendre, d'une France optimiste, enthousiaste. Cette chape de plomb qui pèse sur la politique française, je trouve qu'elle est éprouvante. Une France optimiste dont tout de même on dit qu'elle serait prête à autour de 18-20% à voter pour le Front National. Je voudrais vous soumettre la réflexion, en la raccourcissant très vite, de Laurent Bouvet, professeur à Sciences Po, qui signe dans le tout nouveau Huffington Post l'article présidentiel, la clé du peuple. Retrouver le sens du peuple, comme le disait le général de Gaulle en 62. Laurent Bouvet écrit: c'est entre injonction populaire et menace populiste que se joue une bonne partie de la campagne présidentielle de 2012. Et voici comment il termine. Quoi qu'il arrive, l'élection de 2012 marquera la fin du système politique mis en place depuis plus de 20 ans. Celui qui a tenu le Front National à sa lisière, ce qui lui a permis de prospérer. Voici qu'aujourd'hui, le Front National se banalise, qu'une partie de la droite se lepénise. De ce double mouvement pourrait naître à l'élection du printemps un casse-tête politique bien plus douloureux encore pour la gauche que l'échec national qu'elle subit depuis des années.
C'est un des risques. C'est de savoir si nous sommes définitivement déconnectés de la réalité. Est-ce que la politique a encore quelque chose à voir avec la réalité du monde, la réalité quotidienne des Français? Et on voit bien que cette banalisation, elle montre bien qu'il n'y a plus de limites. La vie politique française, elle est comme le sapeur camembert. Nous sommes en dehors des limites. Comment on revient en limite? Tout simplement par l'expérience. À partir du moment où chacun peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, on le voit encore ce matin, eh bien, les Français n'ont plus de repères, n'ont plus de références, tout est possible. Malheureusement, la politique, c'est extraordinairement contraint et il faut être capable en permanence d'utiliser les leviers, les faibles leviers du pouvoir pour avancer. Ça suppose le rassemblement des Français, ça suppose de l'imagination, ça suppose sur chaque sujet d'être capable d'inventer quelque chose. On voit à l'évidence que les hommes politiques français détiennent chacun une part de vérité, mais ça ne fait pas la vérité. Hubert Vertas. Il y a un message médiatique qui vous accompagne à tort ou à raison, et je vais vous le soumettre. Il y a 5 ans, vous étiez Premier ministre, et pendant 10 ans auparavant, quasiment 10 ans, vous aviez été secrétaire général de l'Élysée, donc vous étiez réellement au cœur du pouvoir. Aujourd'hui, vous passez pour être seul. Les sondages vous donnent 3%. Comment vivez-vous cette solitude? Dominique de Villepin. Très bien, parce que c'est ça la véritable aventure du pouvoir. Vous savez, que l'on soit élu président de la République en son palais, demander à Nicolas Sarkozy s'il ne se sent pas seul à la nuit tombée, que l'on soit candidat de la gauche, on est seul. Et à l'évidence, toute la question, c'est à partir de là de trouver ses repères. Si on n'est pas solide dans sa tête, solide dans ses convictions, on ne peut pas avancer. La question, c'est comment on peut faire de cette solitude quelque chose d'utile, comment on peut se dégager des intérêts particuliers, des intérêts communautaires. Et on voit bien que le drame français, au-delà de déclarer la guerre à la finance, c'est de se dégager des intérêts particuliers. C'est pas uniquement la grande finance internationale qui pèse sur la politique française. C'est tous ces groupes, tous ces lobbies, tous ces intérêts qui fait qu'on oublie ce qu'est l'intérêt général. Et c'est pour cela qu'à mon sens, la réhabilitation de l'État, la capacité de l'État à retrouver le sens de sa mission, le sens du service public, on le voit pour nos paysans, on le voit pour ceux qui habitent dans les zones rurales, ils se sentent bien exclus des services publics et ils rêveraient de pouvoir retrouver un certain nombre de services là où ils habitent. Donc c'est ça le rôle de l'État, à réinventer, à réimaginer, et on voit à quel point c'est difficile. Raphaël Enthoven. Oui, juste une question. Vous avez parlé tout à l'heure de ces hommes politiques qui, parlant à gauche ou bien parlant à droite, prétendent détenir la vérité, et vous faites valoir contre ces discours-là, ces figures obligées des campagnes présidentielles, une parole libre et non partisane. Donc. Mais, monsieur, c'est aussi une autre figure obligée des campagnes présidentielles. Chaque élection a ses iconoclastes. François Bayrou, ou vous-même en l'occurrence, chaque élection a ses solitaires insoumis. Comment échapper au cliché d'un discours partisan qui se prendrait pour la vérité, sans tomber dans le cliché d'une parole non partisane qui serait là aussi malgré tout un lieu commun? Dominique de Villepin. Ce qui me paraît important, c'est de garder en tête la question, et c'est en ça qu'il faut réhabiliter le citoyen. Le grand absent du débat politique français, c'est le citoyen. Un citoyen actif, un citoyen engagé. C'est pour cela que j'avais conçu le revenu citoyen comme un moyen de se réapproprier une activité, c'est-à-dire la dignité. Nous sommes aujourd'hui, et on peut retrouver, vous êtes philosophe et vous le savez parfaitement, cette vieille distinction d'Hannah Arendt, on retrouve aujourd'hui un peuple français bourgeois, pas un peuple de citoyens. Et moi je pense que ce qu'il faut, c'est réactiver le citoyen. On voit à quel point dans l'histoire de France, depuis la Révolution, la liberté a capitulé devant la nécessité. Aujourd'hui, il faut retrouver cet esprit de liberté, cet esprit capable de réinventer la politique, donc bousculer les habitudes, bousculer les idées reçues, questionner les propositions des politiques, se différencier. Moi, je ne crois pas que les Français aient vocation à devenir un peuple de groupies de tel ou tel homme politique. Les Français l'ont été, pour la majorité d'entre eux, de Nicolas Sarkozy, l'ont été de Chirac, vont-ils l'être de François Hollande? Et où cela nous conduit-il? Je demande plus de lucidité, plus de raison, plus de questionnement, et au bout du compte, plus d'amour de la France. Dominique Villepin, nous arrivons au terme de cette partie d'émission. Je vais me risquer à une question qui avait valu un regard absolument noir de Jacques Chirac à celle qu'il lui avait posée. Vous vous souvenez? Vous irez jusqu'au bout? Vous vous rappelez du regard noir? Oh oui. Mais bon. C'est du talent en radio. Bien sûr, oui, bien sûr, jusqu'au bout de mon combat, jusqu'au bout de mes convictions. C'est ça la dignité d'un homme. Vous savez, le combat politique n'a pas de sens si l'on s'arrête à mi-chemin. Ça montre la détermination de celui qui porte le message. Un mois encore, vous avez acheté le tome 2 de la bande dessinée dont vous êtes le héros? Écoutez, j'ai eu la chance, on me l'a envoyé.